Bonjour, il n'y a pas si longtemps que ça, il était de coutume de dire dans le secteur spatial que la France était un pays où il n'y avait pas de New Space et que c'était bien dommage parce que le New Space était un peu la solution à tous les manquements des acteurs traditionnels. Cette époque est heureusement dépassée, c'est fini. Puisque maintenant, non seulement il y a du New Space en France, mais il y a même un New Space à la française, ce qui n'est pas innocent. Il n'y a pas si longtemps que ça, à Toulouse, j'ai croisé des acteurs du New Space étrangers qui disaient « on vient à Toulouse parce que c'est ici qu'il y a des ingénieurs de qualité ». Donc, nous n'avons pas à rougir face au reste du monde. Après la crise du Covid, est-ce que le monde d'après va être un tremplin pour aller encore plus loin avec ce New Space? C'est ce que nous allons essayer de définir avec nos 5 invités, 4 sur le plateau et 1 en visioconférence. Donc, je suis Stéphane Baranski, rédacteur en chef du magazine Aérospatium, et j'ai l'honneur de recevoir, alors vous n'êtes pas dans l'ordre prévu, donc Nicolas Capet, président d'Anywaves. Bonjour à tous. Voilà. David Henry, cofondateur et directeur général d'Exotrail. Bonjour à tous. Jonathan Gallic, cofondateur et directeur technique d'Unseen Labs. Bonjour, bonjour. Olivier Pieps, cofondateur et président de Prométhée. Bonjour. Et avec nous en visioconférence, Antoine de Chassis, cofondateur et co-PDG de Loft Orbital. Et bonjour à tous en visio. Bien. Donc, tout d'abord, moi j'ai la chance de vous connaître, ce n'est pas le cas forcément de tout le monde. Donc, on va faire un rapide tour de table où vous allez chacun me présenter vos activités, enfin nous présenter vos activités et votre actualité assez rapidement. Et je donne la parole d'abord à Jonathan Galli, puisque c'est lui qui a l'activité la plus brûlante. Alors oui, donc nous, Unseen Labs, on est opérateur de nanosatellites. Donc on est producteur de data, de surveillance maritime. Donc on repère les navires à la mer qui cherchent à se cacher, donc avec leurs ondes électromagnétiques. Donc on a opéré pendant 1 an un satellite et depuis hier soir, on en a 2 nouveaux qui sont en orbite, frais et dispo et prêts à livrer de la data à nos clients. Voilà, on peut dire qu'on est le premier opérateur vraiment privé français sur ce domaine-là. Et on a une belle équipe New Space français, en effet, pour réussir à faire ça. Donc, on est plutôt content. Et rapidement, vos projets au-delà? Au-delà, donc on parle d'une constellation. Alors, pas une constellation à la Elon Musk, mais une constellation tout de même de quelques dizaines de satellites. Voilà, donc ça viendra petit à petit, mais sûrement. Et ce qui ne nous empêche pas de livrer nos clients dès maintenant. En fait, on parle de New Space aussi, on peut parler de business. On n'a pas besoin d'avoir 100 millions d'euros et 100 satellites avant de produire de la valeur pour nos clients et pour nous-mêmes. Donc dès le premier satellite, en fait, les clients étaient là et le business était là. Et ce qui est aussi important, au-delà du spatial, nous sommes tous des entreprises privées avec des objectifs de rentabilité. Et c'est aussi le New Space. Et voilà, c'est business aussi. Techno et business. Eh bien, je vais prendre le relais. Donc, Nicolas Capet, moi je suis donc fondateur d'Anywaves. Et Anywaves, nous, notre métier, c'est de concevoir, développer et fabriquer des antennes pour les satellites et en particulier pour les constellations de satellites en proposant des produits qui soient vraiment très adaptés à ce marché, à savoir de performance de qualité avec des fortes capacités de production et surtout des délais courts dans la capacité de pouvoir proposer ces produits à nos clients. Alors les antennes, c'est quelque chose qui est, on est dans le hardware, c'est quelque chose qui est difficile à palper, mais c'est extrêmement utile pour tout un tas d'applications, que ce soit des télécommunications, de la navigation, des charges utiles d'observation, etc., etc. Dès lors qu'on utilise télémesures. Des télémesures, évidemment, télécommande, télémétrie, récupération des données qui viennent de la payload, puisque ces données qui sont générées en orbite, faut bien les rapatrier sur Terre. Donc, on est amené, nous, vraiment à développer un portefeuille de produits antennes.
Et d'ailleurs, donc là, on vient de qualifier 2 nouvelles antennes de navigation, dont une qui est assez unique puisqu'elle couvre toutes les bandes de fréquences de toutes les constellations de satellites, avec un facteur de forme qui rentre sur des nanosatellites. Donc produit assez unique qu'on a développé dans le cadre d'un contrat avec l'ESA. Et maintenant, on commence à développer des filières d'antennes plutôt orientées pour les charges utiles, donc des antennes beaucoup plus complexes et souvent déployables d'ailleurs, pour pouvoir répondre à tous les besoins et pouvoir permettre les nouveaux services, les nouvelles données de demain dans notre domaine. J'avais oublié, actualité brûlante aussi pour Exotrail. C'est vrai, alors un peu moins brûlante que Jonathan, mais donc nous Exotrail, on développe des solutions de mobilité pour les satellites, et donc de mobilité pour l'agilité en orbite. Donc nous, notre travail, c'est d'être capable de faire bouger ces satellites dans l'espace pour être capable d'améliorer la façon dont ils sont déployés en orbite. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est leur permettre d'optimiser leur performance, que ce soit en termes de couverture, bilan de liaison, résolution, durée de vie, etc. Et puis la troisième mission, c'est d'être capable d'éviter la pollution spatiale, donc en permettant à ces satellites d'éviter les collisions et de se désorbiter en fin de mission. Et donc pour faire ça, on développe 3 familles de produits, un ensemble de logiciels de simulation et d'opération spatiale. Donc c'est un environnement de simulation dans lequel on simule des satellites, des orbites, des manœuvres, et sur lequel on va greffer des modules qui répondent à des besoins clients, de l'optimisation de constellations jusqu'à l'opération de propulseurs. La deuxième famille, c'est qu'on développe des propulseurs électriques flexibles et à forte poussée pour les petits satellites, donc d'une dizaine à quelques centaines de kilogrammes, pour leur permettre de faire ces manœuvres grâce à un système embarqué. Et puis, la troisième famille de produits, c'est des véhicules de transfert orbitaux. On va, au lieu de mettre le propulseur dans le satellite, le mettre en dehors. Et ce propulseur, on va lui ajouter de la puissance et du contrôle d'attitude. Ça va devenir un satellite. Et on l'appelle le Space Van. Il va être capable de déplacer des nanos et des microsatellites en orbite. Et donc effectivement, on avait livré notre premier démonstrateur fin 2019, qui devait être lancé dans l'espace fin 2019. Il a été lancé 1 an plus tard, donc en novembre 2020, il y a 1 semaine et demie. Donc voilà, on attend avec impatience les premiers résultats de ce démonstrateur. Et puis sinon, en termes d'actualité, on a pu signer beaucoup de contrats cette année avec notamment l'ESA, Clyde Space, Eutelsat, le CNES, etc. Et puis on a également... Le CNES qui soutient le projet Space Van. Alors on a signé pas mal de contrats avec le CNES. Et effectivement, il y en a un, c'est un contrat de développement sur le Space Van, tout à fait. En fait, on a signé des contrats avec le CNES sur tous nos produits. Donc voilà, le CNES est un fort soutien d'Exotrail. Et puis on a levé 11 millions d'euros en juillet, donc il y a 4 mois, pour être capable de qualifier l'ensemble de nos produits et puis étendre notre équipe commerciale. Voilà en quelques minutes. D'accord. Je vais garder Prométhée pour la fin. Antoine de Chassis, pouvez-vous nous parler de Loft Orbital ? Oui, merci Stéphane. Je suis ravi, j'aurais aimé être en plateau avec vous, mais je suis ravi d'être aux côtés des superbes entreprises qui sont présentes. Et si je peux partager un bref regard depuis la Silicon Valley, où Loft a été créé il y a 3 ans et demi, qui est beaucoup trop idolâtré, je parle de la Silicon Valley à mes yeux, c'est que pas un d'entre nous n'a de complexe à avoir comparé aux startups américaines du spatial. La qualité des équipes et de l'innovation technologique, et puis l'intérêt des solutions est au niveau des meilleurs de ce que je connais aux US. Voilà un peu en intro pour reprendre votre thème. Et puis, pour reprendre votre question, Stéphane, moi je pense qu'il est temps de tuer ce concept de New Space. Alors c'est un peu iconoclaste peut-être, mais je crois que c'est surtout une campagne marketing efficace venue des US et qui a tendance à opposer jeunes et vieux, expérience et nouveautés, innovation, des technos, et qui est allègrement reprise en cœur par tout le monde. Mais je pense que rien n'est plus faux, ça serait un thème pour une autre table ronde. Mais j'aime bien en revanche parler du New Space Industry, c'est-à-dire que c'est une nouvelle façon de faire du spatial qui associe des acteurs comme Loft, et nous tous autour de la table, et des acteurs établis depuis beaucoup plus longtemps et sans lesquels on aurait tous beaucoup de mal à exister. Bref, voilà. Donc ça, j'aimerais qu'éventuellement on puisse en parler tous. Pour parler de Loft, nous fournissons un service d'infrastructure spatiale en orbite basse. Nous achetons des satellites dans la catégorie des 100 à 300 kg
et que nous opérons pour le compte des clients. Ces clients vont depuis des agences spatiales. Nous avons déjà 2 agences spatiales comme clients, Emirati et puis l'agence spatiale canadienne, aux entreprises telles que mes voisins de table et qui souhaitent faire voler des charges utiles, souhaitent faire voler des missions sans avoir la charge de la gestion logistique de la mission complète, mais en gardant le contrôle absolu de leur mission et de la collecte des données. La meilleure analogie, ça serait celle du cloud, avec un service d'infrastructure acheté en fonction des besoins de calcul et pour faire tourner des applis. Donc, c'est un peu notre ambition de devenir l'Amazon Web Service de l'espace, sans les promos du Black Friday, bien sûr. Voilà. Dommage. Voilà. Merci. Et donc, j'allais dire, Prométhée, vous êtes le petit dernier, mais vu le niveau d'ambition, je pense que petit ne va pas. Donc... Oui, bonjour à tous. Oui, Prométhée, on est une très jeune société. On vient de terminer en septembre une levée de fonds de l'ordre de 2,2 millions, donc petit par rapport au succès d'Exotrail. Je crois que c'est un honneur d'être parmi vous. Êtes des exemples pour nous. J'espère que les masques n'empêcheront pas la contagion de succès aujourd'hui. Alors très rapidement, peut-être 3 idées directrices un peu à la genèse du projet Prométhée. C'est un objectif de démocratiser l'observation de la Terre. Le deuxième, c'est cette appétence croissante des pays émergents pour une souveraineté spatiale. Et puis le troisième, c'est on parle de cette filière, alors New Space, j'entends l'actualité maintenant, on parle du nouveau New Space, mais je resterai sur New Space, sinon ça fait un peu long, qui regroupe vraiment des expertises extraordinaires qu'en effet les Américains n'ont pas à nous envier. Et le but, c'est vraiment arriver et garantir cette compétitivité à l'export. Ça, ce sont les 3 idées directrices. Alors Prométhée se positionne en fait comme un opérateur de service, service en intelligence environnementale, donc c'est tout ce qui est développement durable, et environnement stratégique, ce qui est défense et sécurité. Alors, je vais donner 1 ou 2 exemples. Ça va de vraiment gérer des relations conflictuelles entre des éleveurs transhumants et des agriculteurs au Sénégal. On doit gérer, il y a tout ce qui est, ça peut aller jusqu'à les problématiques d'érosion sur les côtes par rapport donc à l'extraction du sable, etc., etc. Après Paris et les accords de Paris, on voit que le nombre d'applications est vraiment en croissance exponentielle. Et puis pour la défense, c'est toute la protection du territoire, on prend des territoires difficiles, Sahel, ou la pêche illégale, la piraterie dans le golfe de Guinée, tout ce qui est la gestion de crise, catastrophes naturelles, surveillance de sites critiques. Je m'arrête là, mais là aussi, il y a ces 2 mondes qu'on veut approcher. Alors, le deuxième élément, la deuxième notion, c'est le end-to-end qui est original, c'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller... On s'occupe d'une constellation d'une 20aine de satellites avec des hauts taux de résolution et, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de satellites, une revisite qui n'existe pas jusqu'ici, qu'on obtient avec les constellations, mais associer tout ce qui est plateforme digitale, donc c'est traitement des données brutes pour aller jusqu'au service, avec l'importance d'arriver jusqu'au service en local, donc être très très près du client. Et c'est vraiment ça le côté end-to-end. Je ne sais pas moi, un Planète, lui c'est ses satellites et il vend des images. Alors ça amène à la notion de souveraineté, parce que si vous avez votre plateforme digitale, que vous avez les gens formés chez vous, vous avez vos satellites, vous avez cette souveraineté digitale. La notion suivante, c'est l'agrégation, puisque cette plateforme va aller chercher, on veut qu'elle soit ouverte. Donc ouverte, c'est-à-dire qu'on va aller chercher évidemment toutes les données type Copernicus, pour, je dirais, les informations d'un ordre général, et puis pour les informations qui doivent être très précises et temporelles, on a besoin de cette autre visite, on utilisera la constellation, on ira chercher les données in situ sur le terrain, des températures, des experts locaux qui vont amener ces informations nécessaires, travailler avec d'autres types de capteurs aussi qui viennent d'autres constellations, et le but c'est d'agréger tout ça, avoir une fusion de données pour qu'in fine, tout au bout, l'utilisateur, il a sa solution, il a son service. Il ne sait pas d'où ça vient, c'est vraiment ça l'objectif. Alors pour terminer, le marché visé, pour nous c'est très important dans ce nouveau New Space, des liens forts entre privé et public pour arriver in fine à être bien placé dans le marché privé, international, mais ce sont vraiment ces pays émergents, ces petits pays qui ont cette appétence pour le spatial, mais qui ont des moyens inférieurs à 50 millions de dollars par an, et on est capable d'aller leur amener ces solutions.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et parce qu'aujourd'hui, les relations entre la France et ces pays sont excellentes. Il y a des accords qui sont signés, ça se termine souvent par des satellites chinois parce ils n'ont pas les moyens d'acheter nos grands satellites. Et nous, on veut un peu remplacer ces satellites chinois et peut-être servir de marchepied pour des programmes plus importants avec les satellitiers français. Et pour terminer, mais je m'arrête là, sur l'écosystème, cet écosystème, on a entre 60 et 80% de PME où il y a l'innovation, mais l'idée, c'est de travailler aussi avec les grands, c'est l'expérience et la force de frappe, et c'est d'arriver ensemble avec des projets de type plateforme à cet export pour être compétitif, avancer, garantir l'emploi et l'innovation. Voilà, ça c'est un peu la vision de Prométhée. Bien, alors le thème de la table ronde, c'est le monde d'après. Mais en fait, je réalise en vous voyant tous que le monde d'avant, vous n'étiez pas vraiment là. Vous êtes tous beaucoup trop jeunes. Donc, est-ce que la crise offre pour vous des perspectives de marché différentes? Est-ce que ça ne change rien? Est-ce que ça a affecté vos activités parce que finalement, à part Anywaves, vous êtes tous dans la phase encore de démarrage et de montée en puissance. Est-ce que cette crise donc, a affecté votre vie de tous les jours en tant que... je pense que la vie de tous les jours, oui. Comme tout le monde déjà, que je connais beaucoup mieux mon appart qu'avant. Mais sinon, à part ça, je pense que ça a changé des choses comme toutes les boîtes dans le monde en termes de logique de travail. Ou pour une start-up, l'un des éléments, alors moi je rejoins Antoine, je ne suis pas un grand fan du terme New Space, mais il y a un des éléments caractéristiques de l'approche, c'est que moi dans un de mes bureaux, j'ai 6 compétences système différentes. Des thermiciens, des mécaniciens, des électroniciens, etc. Et en fait, le fait que tout le monde travaille ensemble fait qu'il y a un transfert d'informations très rapide et une communication interne structurelle pour être capable d'avancer vite. Parce qu'on se parle avec des mots et on ne se parle pas avec de la documentation croisée. Et donc le fait de pousser vers le télétravail a dû revoir un peu certaines logiques en termes de communication interne dans nos sociétés. Donc ça, c'est un point un peu comme, je pense, qui n'est pas forcément lié uniquement au spatial, à part qu'on réalise tous des systèmes complexes. Et donc cette communication est d'autant plus clé. En termes d'activité, pour le coup, le spatial, je pense, passe à travers cette crise mieux que d'autres secteurs industriels. Ça, je pense qu'on en est tous conscients. Et notamment, parce que l'industrie a est un peu contracyclique en termes de ces crises-là. Donc en termes d'activité commerciale, nous, on ne constate pas aujourd'hui un fort écart, voire même certaines activités. Je pense à l'opération cloud des satellites, typiquement, qui est un sujet qu'on adresse avec nos produits. Au contraire, prend plutôt de l'ampleur. Donc voilà, je pense que c'est quelques mots là. Je ne sais pas si c'est partagé. Mais... Quelqu'un veut rebondir? Oui, Nicolas. Au niveau marché, non mais clairement, alors, déjà je vais commencer par dire que le terme New Space, Unseen Labs, on n'est pas fan non plus forcément du terme. Ça, je pense voilà. Ça c'est voilà, bon. On en joue un petit peu au niveau marketing, hein, voilà, c'est un peu obligatoire, mais la réalité est autre. Si je rebondis sur les façons de travailler, quand même le spatial, on va dire moderne, je ne vais pas dire New Space, mais c'est aussi l'opération de software, on a tous parlé un petit peu aussi, très évolué. Donc le satellite, à la fin, les satellites sont dans l'espace, qu'on soit au bureau ou à la maison, je pense qu'on peut se débrouiller. C'est à peu près. Au niveau, donc, ok, ça change les façons de travailler un petit peu, mais à la fin, tout se passe bien parce que nos systèmes sont designés pour être opérés à distance. Donc, voilà. Au niveau du marché, je serais de l'avis de David, c'est au niveau ouverture, nous on fait de l'assurance maritime, c'est notre marché de cœur. Clairement, les activités légales, les volumes de transfert en mer ont augmenté pendant la crise. Une crise à l'échelle de la planète, on revient aux fondamentaux, hein, qui sont les ressources souveraines, les zones étatiques, les pêches, le transport de marchandises. Donc oui, clairement, le marché Unseen Labs n'a pas changé et au contraire s'ouvre. C'est vraiment une ouverture de marché. Donc on a la chance d'être dans un secteur, je pense, qui a les moyens de rester très porteur malgré la crise. Et moi, j'irais même au-delà, parce que je pense que ça va même nous renforcer cette crise.
parce qu'on est vraiment dans une période, et là on le voit avec la crise sanitaire, alors que ce soit déjà la gestion de la crise sanitaire, la gestion des catastrophes, l'augmentation des activités illégales, du coup dès qu'il y a une faiblesse en général, certains prospèrent dans leurs activités, et en fait on se rend compte que ce sont des enjeux qui sont absolument mondiaux, qui sont planétaires, et pour résoudre ces grands enjeux, ces grands challenges pour l'humanité, il y a l'outil spatial est l'outil adapté, qui est capable d'avoir un regard transfrontalier sur l'ensemble de la planète pour apporter des solutions globales. Et alors même si moi en effet pareil, je constate que le marché spatial il ralentit absolument pas. Évidemment il y a eu quelques retards, des fermetures, mais c'est très mineur. Le train est en marche et moi je demeure convaincu que le spatial est la solution de demain pour les enjeux de la planète. On le voit même au niveau souverain, toutes les Space Force dans le monde qui sont en train de se créer, la dernière au UK, c'est vraiment une vague de fond, et moi je suis convaincu que demain, le spatial va nous apporter les solutions pour nos grands enjeux au niveau planétaire, sur tous les sujets dont on a parlé jusqu'à présent. Je vais peut-être rebondir là-dessus. D'abord, pour notre petite histoire, en fait, on était en début de levée de fonds quand le Covid est arrivé. Donc la première réflexion, c'est bon, on va arrêter, on va faire autre chose. Et puis on était fortement surpris qu'à la sortie ou pendant ce Covid, il y a eu l'esprit pionnier, donc les investisseurs, des projets qui ont du sens, projets pionniers. J'ai vu que les investisseurs, il y avait de l'argent et que c'était important pour eux. Il y avait une recherche de sens. Ça a été une surprise, mais ça a été comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Je rebondis sur tes propos. Moi, je pense que quand on voit à Wuhan un pangolin qui se fait manger et que les Champs-Élysées qui sont vidés, cette notion d'interdépendance, tout le monde la comprend. Et dès qu'on parle d'interdépendance, on parle du global vers le local, de co-responsabilité. Et donc, je reviens sur ces accords de Paris, les objectifs de développement durable, c'est devenu beaucoup plus concret. Je pense que le public, la population a pris conscience beaucoup, mais dans la vie, ils ont vu leur vie être gâchée par ces problèmes soi-disant locaux qui sont devenus globaux. Et donc, je répète, l'espace, c'est un des seuls outils qui permet de donner cette vision globale pour avoir un impact local. Et je crois qu'on va avoir un soutien de la population, donc des politiques, pour les politiques spatiales. Voilà. Alors, Loft Orbital, Antoine, vous qui avez une perception, on va dire, intercontinentale de ces aspects, est-ce que vous allez dans le sens des franco-français ou est-ce que vous avez une vision un peu différente ? Je vais dans le sens de tout ce qui a été dit, parce qu'il n'y en a pas un qui soit franco-français dans cette approche. Pour moi, cette crise, ça entraîne une accélération brutale des tendances déjà engagées. Je pense que le changement de paradigme dont vous parliez, Stéphane, a eu lieu bien avant, il y a 4 ou 5 ans. Et c'est le moment où les acteurs et les méthodes de la tech ont commencé à envahir le spatial. Et que la crise du Covid n'a été qu'un accélérateur finalement des organisations distribuées. Donc pour nous, Loft, ça n'a pratiquement rien changé. On travaillait avant, pendant la crise, comme on travaillait depuis le début de la fondation de la boîte. Aussi parce que la valeur essentielle de notre société, c'est les services et c'est les technologiciels. Le pilotage des missions, des charges utiles des clients, des méthodes d'optimisation interne, des plateformes numériques, tout ça, c'est du logiciel. Et les équipes intégrées dont a parlé David, nous, on le vit tous les jours, ça s'organise très bien du moment qu'on a un système d'information qui est en place. Et ça, c'est ce qu'on avait fait déjà depuis pas mal de temps. Et Loft essaie de réussir le mix entre les talents de la tech et du spatial. Et très peu de nos ingénieurs, je pense que c'est la même chose pour tous mes camarades autour de la table, mais très peu de nos ingénieurs, et c'est un euphémisme, iraient travailler chez un acteur traditionnel du spatial. Alors évidemment, les tâches d'assemblage, d'intégration et tout ce qui tourne autour du hardware, c'est rendu plus compliqué. Mais je vais plutôt dans le sens de ce qui a été dit, une accélération. Et quant au marché visé, après un ralentissement à l'export parce qu'on ne peut pas aller voir les gens, mais je suis convaincu que nos modèles de service dont on a parlé et de leasing vont rencontrer encore plus de succès qu'avant. Les nations émergentes qui ont besoin de spatial et qui n'ont pas plus que 50 millions ou voire moins de budget vont être très contents qu'on puisse déplacer les besoins en CAPEX, qu'on étale les paiements, qu'on redistribue le risque et qu'on accélère l'accès à l'orbite, qu'on le simplifie.
Et ça a été accéléré avec la crise sanitaire. Je pense qu'on est tous autour de la table bien placés pour pouvoir accéder à ces marchés dans le cadre de ces changements. Donc, du positif pour nous. Alors, juste, Nicolas Capet, vous êtes ici le seul équipementier bien implanté. Est-ce que vous avez senti quand même des différences du côté de vos donneurs d'ordre ? Alors, côté donneur d'ordre, donc nous, on a vraiment, je dirais, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir proposer des solutions qui vont répondre aux nouveaux acteurs du spatial. Mais aussi qui intéresse énormément les acteurs traditionnels du spatial, puisqu'on arrive avec des produits avec beaucoup plus compétitifs par rapport à ce qui pouvait exister, sans sacrifier la qualité et la performance. Donc c'est là où on est en rupture, je dirais, par rapport à ce qu'on peut appeler le spatial traditionnel, qui était plus la haute couture qu'on était amené à faire, parce que c'était quelques très très gros satellites, des vrais bijoux technologiques, mais finalement qui étaient des modèles quasiment uniques à chaque fois. Maintenant, aujourd'hui, avec cette approche, cette vision de pouvoir proposer des services mondiaux, maintenant le marché, le spatial, c'est mondial, on n'est plus sur un marché uniquement étatique, régional, local. Avec cette approche en constellation, on voit ce changement-là. Et je dirais que nous, par rapport à nos donneurs d'ordre, il y a ma perception, mais là, je ne prétends rien, je pense qu'il y a vraiment un intérêt de plus en plus fort pour ce qu'on est en train de faire, par l'ensemble des solutions qu'on est en train d'apporter, parce que ça permet d'avoir des nouvelles données, d'ouvrir de nouveaux services et encore d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire de cet outil spatial, qui est un outil absolument extraordinaire pour les enjeux de demain, en télécommunication, en navigation, en surveillance, en planification sur tous ces enjeux-là. Juste un point, j'essaye désespérément de me souvenir, mais la nuit a été courte. Vous êtes sur OneWeb ? Non, nous, on n'était pas encore créé à ce moment-là, mais clairement, OneWeb a été un élément, je dirais, déclencheur de cette tendance. Alors, New Space, si on l'appelle encore comme ça. Je me suis trompé de constellation, en fait. Mais oui, clairement, cette rupture qui a été apportée par OneWeb, au moment où ils se sont lancés, on s'est inspiré notamment d'un point de vue méthode industrielle et puis business model, avec du produit sur étagère et une ingénierie système où on vient utiliser des briques de base disponibles pour pouvoir développer et beaucoup plus vite et à moindre frais des satellites extrêmement performants. Bon, donc retour sur ce que cette crise a montré. Finalement, c'est un grand besoin de spatial, un grand besoin de solutions, un grand besoin de gens comme vous. Est-ce que vous voyez le marché amener, vous faire grossir ou amener plus de concurrents ? Alors, si je puis me permettre, non, pour moi, là, on est sur un marché qui est en train de grossir. Évidemment, il y aura d'autres acteurs qui vont arriver, et c'est tant mieux parce qu'on n'est pas sur un gâteau de taille finie à partager. On est vraiment sur une époque où le spatial, on est en train de développer des nouveaux usages, des nouvelles applications, des nouveaux services. Donc ce marché est en train de grossir, il y a de la place pour beaucoup de monde, et plus il sera dynamique et vivant, et au plus on l'utilisera à bon escient. Non, mais Nicolas a raison, un marché sans concurrence, c'est un peu curieux, ça n'existe pas, voire c'est louche. Donc le marché est là, il grossit. C'est ce qui fait un peu la différence avec le spatial traditionnel aussi, c'est les cycles de conception, de production et de mise en exploitation, clairement mise en orbite, qui sont de plus en plus courts. Et c'est vraiment pas en opposition, c'est une nouvelle façon de faire. Il y aura toujours besoin de satellites à 1 milliard, mais il y a beaucoup de place et beaucoup d'usages qui peuvent être bien mieux faits par des systèmes plus agiles et plus modestes dans le coût. On parle de CAPEX. Donc il y a vraiment ça, il y a les cycles d'agilité, puis il y a le service. Les gouvernements ont toujours eu l'habitude, on va dire, de commander des programmes, d'acheter du programme, opéré par des agences gouvernementales. Et nous, un peu, ce qu'on propose dans cet écosystème, c'est du service. Donc j'ai envie de dire, pour les gouvernements, si le service est bien rendu, on continue à s'abonner au service, et si le service est mal rendu, on ne s'abonne pas. Donc c'est simple et efficace. Donc je
pense que c'est le futur. Oui, alors je trouve que cette notion de compétitivité est majeure, hein, c'est ça qui fera progresser l'innovation. Et je pense que nous, on a une vision un peu de faire vraiment un système, de développer cette filière française, mais avec cette ouverture européenne. C'est important. Parce que c'est ce type de solution qu'on essaye de bâtir. Et quand on change dans l'évolution du paradigme du New Space, je crois qu'il y a vraiment deux notions. C'est qu'avant, on croyait qu'on pouvait tout faire en privé. Je pense que c'est très important de travailler main dans la main avec l'institutionnel, avec le public, hein, à un moment, pouvoir être aidé pour pouvoir alors être libre et bien fonctionner après sur le grand marché privé. Et puis l'autre élément, je crois que tu en parlais, c'était le fait que toute la partie digitale et la partie service devient maintenant quasi prépondérante par rapport à juste le segment spatial. Et ça, c'est vraiment deux évolutions qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je suis en phase avec ça. Une entreprise qui n'a pas de concurrence, en général, c'est pas bon signe. Et un des éléments, c'est que cette concurrence, elle joue aussi dans le développement de nos produits, dans une façon on apporte tous des solutions de service finalement, et donc nous-mêmes, on est capable de mettre en concurrence les gens sur certaines briques qu'on recherche. Et donc, je pense que c'est un des aspects en fait de ce mouvement-là. En fait, c'est que qui dit plus de commercial dit aussi plus de mise en concurrence, et à la fin, l'objectif, c'est que celui qui gagne, c'est celui qui a le meilleur produit et pas forcément celui qui est installé dans tel ou tel pays, etc. Antoine ? Oui, alors je peux que répéter ce qui a été dit, donc je vais l'éviter. Mais ce qui est certain, c'est que le marché grossit, la demande est là, mais la valeur s'est déplacée aussi, et s'est déplacée vers ce service, vers ces nouvelles technologies. Et je pense que c'est là qu'on a une opportunité unique. Maintenant, le spatial, ça reste cher, et la plupart des boîtes sont encore sous-capitalisées. Je pense que ça, il y a eu des très belles levées de fonds, mais on est encore sous-capitalisé. Quand je compare avec ce qui peut être fait aux US, et notamment dans les phases de croissance, pas les premières phases des séries A, séries B, mais les phases de vraie croissance, ça pousse très fort en Asie et aux US, avec un accès aux capitaux grandement facilité par rapport à ce qu'on voit là. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un marché qui croît. Il y a de la concurrence, c'est évident, et qui n'est pas de la concurrence qu'on trouve vraiment en France. Ça, c'est très sain et on arrive à bosser ensemble. Mais ça pousse fort en Asie et aux US, et c'est pas les acteurs du spatial qui poussent. Demandez à tous les jeunes qu'on embauche tous là, à qui ils pensent quand ils parlent de spatial, c'est SpaceX, c'est Apple, c'est Google, c'est Amazon et c'est Microsoft maintenant, essentiellement. Et donc, eux n'ont absolument pas été affectés par la crise. Ils ont des ressources illimitées. Et ils vont très vite avec ces capitaux. Donc c'est là, pour attaquer ces marchés, pour pouvoir nous positionner, pas juste pour faire joli, avec quelques millions, mais vraiment être un acteur majeur, il va falloir capitaliser les boîtes beaucoup plus sérieusement. Et je pense que si on se regroupe et qu'on fait entendre notre voix, notamment auprès des grands donneurs d'ordre, et peut-être aussi auprès des grands acteurs du spatial qui ne savent pas encore bosser avec les petites boîtes innovantes comme nous, là, il va falloir changer les choses, mais je vois que les mentalités évoluent, et ça, c'est extrêmement encourageant. Mais il faut aller plus vite et plus fort. Bon, alors, on a mentionné SpaceX, et d'un seul coup, j'ai en tête le 1,5 milliard qu'il lève sur les marchés, qu'il lève auprès d'investisseurs, pas sur les marchés, qu'il lève auprès d'investisseurs tous les ans. J'ai un peu honte d'amener les 515 millions du plan de relance spatial sur la table en comparaison. Dont d'ailleurs le découpage est encore assez nébuleux. Il y a 20 millions, je crois, pour l'innovation qui sont bizarrement pas vraiment indiqués dans les documentations qui ont été rendues publiques. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce plan de relance ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour le New Space à la française dans le plan de relance ? Ou est-ce que vous avancez sans ça ? Je l'espère, parce que les gens qui sont ici sont en train de montrer que oui, le New Space français existe et il a des capacités assez incroyables, alors qu'on n'est pas spécialement parti en avance sur le sujet. Quand on voit Unseen Labs qui a déjà 100% privé, qui a déjà ouvert ses services et qui vend de la data avant tout le monde, c'est assez exceptionnel. Donc je suis convaincu qu'une partie, dans le plan de relance maintenant, on va faire partie des acteurs qui vont être identifiés et qu'il faut évidemment soutenir, parce que
on a vraiment cette capacité, comme le disait Antoine, on n'a pas à rougir des technologies américaines. On a un savoir-faire, des capacités industrielles, des capacités d'innovation dans le domaine du spatial, en France et en Europe de manière plus générale, qui sont absolument incroyables. Et donc il faut être ambitieux, parce qu'aujourd'hui ces marchés sont mondiaux, ce sont des nouveaux marchés avec potentiellement des perspectives qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue business. Il faut qu'on aille les chercher. Donc pour ça, évidemment, il faut s'y préparer, il faut renforcer, et on a déjà la chance tous, quasiment ici, d'avoir des succès commerciaux. Donc on fait du business, on a des clients, et il faut qu'on accélère tout ça pour aller prendre les places dans ce marché-là. Je pense que sur le sujet du plan de relance, c'est une opportunité pour financer des choses qui, l'année dernière, étaient potentiellement difficilement finançables. Donc que ce soit dans le spatial ou ailleurs, c'est une opportunité assez unique de préparer le futur. Mais par contre, il faut le faire dans cet axe-là et de réfléchir à la façon dont peut être déployé cet argent. Et est-ce que ça ne serait pas une bonne occasion d'aller déployer cet argent sur un mode assez innovant et qui est très utilisé aux États-Unis, et qui, au lieu d'aller cofinancer un programme de développement, d'aller acheter un service dans 2-3 ans, par exemple, et de laisser les entreprises privées faire leur travail pour aller récupérer ce contrat-là dans 1, 2, 3 ans. Et ça, c'est une méthode de développement de l'innovation qui est très utilisée outre-Atlantique, qui commence aussi à être utilisée outre-Rhin, où l'Allemagne a pu payer à 3 startups qui développaient des micro-lanceurs le développement de certaines solutions. Ce qui, quand on regarde sur le papier avec une grille de lecture d'avant, fait pas forcément de sens. Parce que pourquoi ne pas en supporter un et mettre tous les efforts dessus? Mais en fait, quand on regarde ce qui marche, fait beaucoup de sens. Parce qu'à la fin, c'est le meilleur qui va gagner, etc. Et donc le fait qu'on ait à la fois... Enfin, c'est une opportunité qui est assez unique. Une transformation complète du secteur spatial qui date pas du printemps, qui date d'il y a plusieurs années, comme l'a dit Antoine, phasée avec des moyens potentiellement financiers pour aller préparer ce futur-là. Donc je pense qu'il faut bien le réaliser et les moyens, je pense, sont là. Donc après, c'est la façon de le déployer qui, je pense, doit être attentivement regardée. Je suis tout à fait d'accord. Ces montants financiers du plan de relance, alors déjà c'est un plan d'accélération, parce que comme on l'a dit, c'est un transfert de valeur auquel on a assisté ces dernières années. Donc c'est aussi une façon de rebondir et pas forcément de relancer ce qui se faisait avant. Et cet argent, en fait, une manière intelligente de le dépenser, c'est en prise de commande. Tu l'as dit. On finance pas des programmes futurs. Ok, il faut les financer, mais c'est surtout acheter du service, commander des choses, donc commander de la valeur. C'est l'argent public ne doit pas servir doit avoir un impact direct sur l'économie, donc un retour de valeur. Le gouvernement commande quelque chose. On l'a vu dans le ministère des Armées avec plutôt que de développer un nouveau programme, on commande les hélicoptères qui allaient être livrés l'année prochaine, ils seront livrés cette année. Voilà, donc c'est important. Je pense que de dépenser l'argent en ayant un retour. Et nous, c'est ce qu'on fait. Mieux vaut un bon contrat qu'un financement sous forme de subvention. Voilà, c'est ça qui fait avancer les choses, c'est ça qui fait avancer les produits. Et nous, justement, on est là pour prendre ces responsabilités. Et une fois que les contrats sont passés, les demandes sont sur la table, on sait s'organiser, on sait proposer les solutions, on sait les mettre en orbite et de manière opérationnelle le plus rapidement possible. Donc c'est extrêmement efficace dans la démarche. Mais moi, tout ça, ça revient un peu, je parlais de ce partenariat privé-public. On a, d'une part, je prends l'exemple où nous, tous les gens ont mis un peu leur cœur et pas que leur cœur sur la table. On a des gens importants du secteur, je vais les citer, les remercier, c'est des Philippe Gauthier, des Meria, c'est des Marc Eliayan de ADF, c'est des Benoît Moulas de Comat. Ces gens, et c'est un peu l'esprit ici qui est extraordinaire dans cette filière, ils croient cet esprit pionnier, mettent des moyens pour lancer l'histoire. Mais après ça, c'est vrai qu'il y a un plan de relance qui peut venir nourrir et aider, donc passer à la deuxième phase. Et avec en plus un acteur, on en a un petit peu parlé, qui est le CNES. On a un acteur extraordinaire en France, un acteur qui a vraiment une vision globale, qui peut gérer les programmes, nous aider. Il y a aussi une grande réserve d'expertise. Et c'est ce lien public-privé qui nous permet à nous de se développer et d'aller après d'être lâchés vers ce marché purement privé, purement compétitif. Je crois que c'est très important vraiment maintenant que le privé et le public travaillent ensemble.
Et le plan de relance est un merveilleux exemple et une opportunité. Vous êtes des structures relativement petites. Le plan de relance travaille quand même beaucoup à l'idée de préserver et accroître l'emploi. Est-ce que, du coup, c'est pas un argument qui peut jouer contre vous? Si on prend les chiffres, je pense qu'on embauche beaucoup par rapport à beaucoup d'autres. Et on est en train de construire le bassin d'emploi de demain. On fait partie de ces gens-là qui sont en train de créer de l'emploi. On est en pleine croissance. Nous, on a des postes ouverts. Quand je regarde dans d'autres domaines, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. On est potentiellement l'industrie qui va être hyper structurante en France et en Europe de manière générale demain. Donc évidemment, il faut le business c'est quelque chose qui est mouvant, l'industrie c'est quelque chose qui est mouvant. Les choses évoluent dans le temps, ça mute. Des fois, il y a des ruptures technologiques, des façons de faire qui sont différentes, etc. Le spatial et en tout cas ce qu'on est en train de faire en est un exemple et on est un gisement de compétitivité économique, d'emploi. Et ça, c'est factuel. Aujourd'hui, nous embauchons tous. Je pense que quand vous cofinancez un programme, vous créez des emplois pendant la durée du programme. Quand vous achetez un produit, vous créez des emplois sur le cycle de vie du produit. Et en général, le cycle de vie du produit est plus grand que la durée du programme. Et donc, en achetant un produit, vous créez de la valeur, et en créant de la valeur, vous créez des emplois qui structurellement sont pérennes. Et c'est ça la différence majeure. Est-ce que Antoine, vous avez quelque chose à rajouter? C'est un peu compliqué, vous êtes loin là, de nous. C'est un peu compliqué, mais non, juste pour quelques petits commentaires. D'abord que SpaceX, ce n'est pas une société du New Space. C'est un acteur beaucoup plus traditionnel, même s'ils ont réinventé le marketing de façon efficace dans le domaine spatial. Mais la vitesse et l'agilité comptent autant que les capitaux qui sont investis. Et donc ces montants du plan de relance sont loin d'être ridicules et pour nous auraient un impact bien plus important que quelques milliards chez SpaceX. Ça dit, on en attend beaucoup, surtout pour permettre de ne pas ralentir notre croissance. Et comme ça a été dit, pas pour financer des développements, mais pour faciliter l'accès au marché. Donc avec des vrais clients, des vrais marchés, c'est ça qui nous propulsera. Et je pense que le plan de relance peut aider à financer cette impulsion. Ça veut dire, comme pour résumer un peu ce que mes camarades ont dit, qu'il faut que la puissance publique qui vient financer se comporte beaucoup plus comme un client, parce qu'un client peut être beaucoup plus exigeant sur les services qui sont rendus, sur les résultats, sur la qualité. Et c'est ça qui fera beaucoup plus progresser les boîtes. Les aspects techno, les développements, on sait faire, on sait lever les fonds pour ça. En revanche, tout cet accès au marché avec des vrais clients peut changer la façon dont les entreprises vont opérer. Et c'est là-dessus que je pense qu'on a des progrès à faire et qu'avec le plan de relance, on peut en tirer un bénéfice incroyable. Alors, au-delà du plan de relance en France, vous avez tous des perspectives à l'export. Certains même, c'est surtout de l'export, si j'ai bien compris. Est-ce que les conditions actuelles freinent ou accélèrent ce mouvement? Et un autre point, je sais qu'au moins 2 d'entre vous font partie d'une association de société du New Space, la New Space Factory, pour aller attaquer les marchés en groupe, j'allais dire en meute, de manière à être un peu plus efficace, percutant sur les marchés export. Est-ce que c'est une solution qui est amenée à s'élargir? Quel bilan en faites-vous? Alors, on va pas se leurrer. Le marché à l'export cette année, ça a été un peu compliqué, ne serait-ce que parce que on peut pas se déplacer. Et donc, ne pas se déplacer, ne pas aller rencontrer ses clients, ne pas capter leurs besoins, ne pas promouvoir les produits en dehors de nos frontières, évidemment, ça met un coup de ralenti. Néanmoins, encore une fois, le spatial se démocratise partout dans le monde avec des enjeux très forts. Tout le monde veut aller maintenant très vite pour mettre au point des systèmes et des nouvelles solutions, des nouveaux services. Donc ce
ce gisement de business, il est encore là, il est très très fortement là. Et justement, c'est la raison pour laquelle on a monté New Space Factory, hein, donc il y a tout un tas d'acteurs, Mécanoïdé, Comat, Exotrail, nous, et j'en oublie plein d'autres, et j'espère qu'ils m'en excuseront. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se regrouper, nous, petits équipementiers, entre guillemets, sans que ça ait rien de péjoratif, parce qu'on n'est pas des groupes avec des milliers et des milliers de personnes, mais on a cette capacité à développer des solutions innovantes très très rapidement. On est à l'état de l'art de ce qui se fait d'un point de vue technologie savoir-faire, puisque la plupart des acteurs de la New Space Factory fournissent les grands maîtres d'œuvre, Airbus, Thales et consorts. Donc clairement, se regrouper ensemble sous cette bannière pour pouvoir promouvoir nos capacités de solutions, de technologie à l'export, pour nous, c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement pertinent. Et cette crise-là, avec ce ralentissement évidemment des salons, hein, qui était un des gros axes stratégiques de notre regroupement, nous fait nous questionner. Et il faut absolument qu'on rebondisse là-dessus, parce que toute difficulté, c'est aussi des opportunités de pouvoir organiser finalement des façons de faire innovantes et différentes d'un point de vue business pour aller chercher ce marché à l'export. On est en train de s'y préparer. J'espère aussi que le plan de relance accompagnera cette ambition française et européenne à l'export. Parce que c'est un élément aussi important, c'est vraiment un gisement d'emploi demain qui est très très fort, et donc ça on s'y a faire, et on compte bien ressortir de cette crise en accélérant davantage, ne serait-ce que pour rattraper, je dirais, le petit retard qu'on a pris en la matière cette année, et puis aller encore plus loin et atteindre nos objectifs et nos ambitions. Alors, même question, on va dire, pour les opérateurs et fournisseurs de services. Est-ce qu'une chasse en meute des acteurs du New Space français est envisageable? Parce que finalement, vous avez des activités complémentaires. Oui. Moi, je crois. De toute façon, en France, déjà, la marque française, c'est une marque qui s'exporte très bien. On a très bonne réputation, on a une très bonne réputation technique, mais aussi commerciale. On a la réputation d'être des gens assez réglo. Et on est très aidé et très supporté par nos organisations publiques aussi à l'export. C'est important. Des produits technologiques à haute valeur ajoutée, que ce soit du matériel, de la data, sont des choses qui gardent énormément de valeur à l'international. Et une fois de plus, c'est la force du spatial. Le spatial, c'est le milieu par excellence qui transcende les frontières et les usages. Donc non, c'est fondamental, l'export international. Voilà, avec une belle marque française. Je peux peut-être parler d'un exemple vraiment ici. Moi, je suis le tout nouveau, le jeune, et je crois qu'on a parlé avec les différentes personnes autour de la table. On a eu des échanges, discussions téléphoniques. J'ai même été visiter à San Francisco tes installations. Donc ça veut dire qu'on se parle. Moi, je tiens encore à remercier David. Au tout début, David tout de suite nous a mis à disposition de la simulation des outils de simulation de mission, a commencé à discuter, nous a dit qu'on peut mettre du in-kind. Donc il y a vraiment quand même un esprit de collaboration, d'entraide, avec une volonté de, s'il y a un nouvel acteur qui arrive et qui peut un petit peu entraîner, alors vous n'avez pas besoin de moi, mais qui entraîne avec des nouveaux programmes un petit peu toute la filière, il y a vraiment ça, je tiens à le souligner, je tiens à vous remercier. Et évidemment, dès qu'il y a une filière qui se renforce, ça se traduit en innovation et emploi hautement qualifiés. Et alors sur des programmes, sur Prométhée, on amène quand même quelque chose pour la France. Je veux dire, c'est un vrai outil de développement nord-sud, et aussi un outil de diplomatie d'influence. La France est extrêmement active, je reviens aux accords de Paris, politiquement dans le développement durable. Des constellations de satellites et des services sur des constellations de satellites, ce sont des réponses concrètes qui peuvent renforcer la France dans son leadership dans ce domaine. Et voilà, c'est important. Est-ce que... Un mot peut-être, Stéphane? Oui. Juste là-dessus, l'accès à l'export, c'est même pas une question, c'est absolument vital pour nous. Le spatial, c'est un marché mondial, global. Maintenant, chasser en meute, pour reprendre cette bonne expression, absolument, mais il faut que cette meute sache être aussi opportuniste. Ça ne veut pas dire que cette meute est strictement française.
un écosystème, faut faire assez gaffe que ça ne devienne pas un microcosme. Et donc, il faut rester un groupe ouvert. Ça serait notre danger de rester refermé sur nous-mêmes. On doit aller trouver des partenaires technologiques, commerciaux, là où ils sont. Et c'est une meute qui peut se former temporairement sur un objectif commercial où là, on serait beaucoup plus fort, on se fera beaucoup moins attaquer, mais qu'elle soit française ou nôtre, peu importe. Nous, on nous a parfois reproché, quand on est arrivé en France en tout début d'année, d'être trop américain. J'ai vu souvent des comportements qui pouvaient être trop locaux ou français dans notre approche. Et là, on a à y perdre. Donc, moi, je ferai le même commentaire qu'Olivier. Quand on est arrivé ici, on a été extrêmement bien accueillis et intégrés avec la volonté de faire du business ensemble. Et si des acteurs comme nous, on peut ouvrir des marchés aux US, d'autres marchés, puisque quasiment tous nos clients sont export, on le fera bien volontiers, tout en restant selon un silo national, s'il faut traiter, évidemment, avec des acteurs institutionnels français ou européens. Ça, on sait faire. Mais une meute bigarrée qui soit beaucoup plus efficace avec un objectif de business à l'export. Je suis vraiment en phase là-dessus. Il faut que ça reste agile parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Et en fait, je rejoins le premier commentaire d'Antoine qui est la question même pour nous, je pense, relativement peu de sens. En fait, moi, nous, 3/4 de nos clients sont en dehors de la France, tous nos clients commerciaux sont en dehors de la France. Et la question même, quand on fait du spatial, c'est un des intérêts. Et c'est pour ça, je pense que les investisseurs privés ont un intérêt structurel à investir dans le spatial. C'est que la question de la scalabilité et de l'export ne se pose même pas. Je pense que Jonathan pourra confirmer que voilà, ces satellites, ils exportent 15 fois par jour, puisque on revit toute la planète. Donc la question même, je pense, a dans le spatial une signification différente. Et donc on est naturellement tourné vers l'export. Il faut le faire de façon agile et avec la bonne échelle, je pense, dans ces collaborations, qui est que si on veut lutter contre des acteurs américains ou chinois, il faut penser européen avant de penser français. Et on a une très belle agence spatiale européenne. Très, très supportive et très dynamique aussi, faut le dire. Alors, bon, juste il nous reste quelques minutes. Une question peut-être un peu provocatrice. Aujourd'hui, donc, sur tous vos marchés et vos activités, pour vous, quelle est la principale menace ? Allez, je vais lancer je vais mettre un pavé dans la mare. Pour moi, aujourd'hui, la démocratisation du spatial et le nombre de projets et ses ambitions fait qu'il y a un sujet qu'il va falloir traiter absolument, et d'ailleurs les agences spatiales s'y affairent ardemment, même si c'est un sujet complexe, qui est la bonne gestion de notre espace, et de notre espace à tous. Parce que des projets de méga constellation, la désorbitation, finalement, réussir à préserver cet espace, cette nouvelle frontière qui aujourd'hui est une source de business et de développement de business absolument incroyable et pour résoudre des problèmes plus que sérieux et plus que vitaux pour nous, il faut qu'on sache bien le gérer et bien le préserver. Il ne faut pas que ce soit le Far West, si je puis dire. Et ça là-dessus, sur les débris spatiaux, c'est en même temps une menace et en même temps, c'est une fantastique opportunité. Nous, on le voit, on développe chez Exotrail en plus des solutions de propulsion qui permettent d'éviter les collisions et de désorbiter, des solutions logicielles pour faire de l'évitement, des manœuvres d'évitement automatiques de collision. Ça, encore une fois, si vous faites le calcul du nombre de satellites qui est en train d'exploser, le nombre de collisions potentielles, lui aussi, est en train d'exploser. Il faut le gérer de façon économique. C'est-à-dire qu'on doit être capable de dire à nos clients, moi je vous fournis une solution à ce problème, je ne tue pas votre business case parce que j'ai une solution qui combine hardware et software sur le sujet. Donc ça, c'est en même temps une menace et une opportunité. Et une menace, et je pense qu'il faut que dans l'Europe du spatial, on arrive à questionner le mode de développement économique qui a été le nôtre, notamment le retour géographique, etc. Parce que sinon, on fait face à des pays qui n'ont pas ces contraintes-là. Et je pense qu'on a des excellents talents en termes de savoir-faire et d'ingénieurs. Et donc, si on arrive à combiner ça à une approche agile de moyens de déploiement des financements publics, on peut être potentiellement un peu les rois du monde, quoi. Donc, Non, c'est vraiment ça, on a une belle ressource. Je crois que tout le monde est d'accord pour la protéger. Pour une fois, j'ai envie de dire, l'ensemble des acteurs planétaires ont l'air concernés par cette ressource qu'il faut protéger. Parce que les enjeux ne sont pas qu'économiques, hein, aussi, ils sont
On parle de souveraineté des États, donc tout le monde a intérêt à collaborer. C'est plutôt pas mal par rapport à d'autres domaines. Je connais aussi le maritime, c'est pas la même chose. Voilà, donc les débris, clairement, on a quelques cow-boys sur la planète qui vont pas forcément dans le bon sens, mais en tout cas, le réglementaire, la France et l'Europe est assez en pointe. On parle de la loi de l'espace française, qui est en train de faire des petits un peu partout, et qui est reconnue. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Nicolas, tu fabriques des antennes. Je pense que la ressource du spectre aussi, l'utilisation des fréquences de communication, c'est une partie une partie de la ressource qu'il faut préserver aussi, d'où tes produits ultra innovants. On est vraiment là, on est vraiment l'exemple, je pense, tous ici. Je pense que ça va aller dans le bon sens. Eh bien, écoutez, nous arrivons au bout du temps qui nous a été imparti. Par le jeu des diffusions, j'invite ceux qui sont intéressés par ce dernier sujet à regarder la table ronde précédente qui sera diffusée après, avec le commandement de l'espace, où les questions de souveraineté et de protection de l'espace ont été évoquées. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous, et s'il y avait une audience, je demanderai d'applaudir. Un grand merci. 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 Merci.